Bien, merci beaucoup Édouard pour cette visite du monument romano-canonique. J'ai très peur de dire des choses très banales après ce qui a été dit tout à l'heure et puis ce qui vient d'être dit. En effet, il n'est vraiment pas toujours simple de suivre la pensée de Pierre Legendre, tant la langue dont il use se révèle souvent elliptique, en empruntant des tournures et un vocabulaire hermétique. Alors il serait facile, sans doute trop facile, et je ne m'y risquerai pas ici, de reprendre le poncif selon lequel le langage juridique est nécessairement abscon. Car ça n'est pas cela chez Pierre Legendre. Il s'agit plutôt d'un jeu du langage qu'il faut prendre au sérieux, car nul plus que lui n'a insisté sur la foi qu'il convient de mettre dans les mots. À cet égard, la langue de Legendre me paraît bien proche de celle d'un de ses contemporains, tout aussi difficile à lire, mais dont la pensée s'avère aussi riche, Pierre Boutan. Alors j'ignore s'il se connaissait personnellement, et la lecture d'une critique acerbe de Legendre sur Apocalypse du désir, grand ouvrage de Boutan, m'incite à la prudence, mais je pense qu'on pourra les lier par le langage et par l'amour porté au sens profond des mots. En effet, suivre Legendre sur le terrain de l'institution du langage, ou plutôt sur le rôle de la parole dans le phénomène institutionnel, pose, selon moi, une difficulté immédiate, à savoir le titre de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. À l'origine, cela a été dit, l'ouvrage avait pour titre « Histoire de l'administration de 1750 à nos jours ». En 1992, rééditant une première fois son ouvrage, Legendre écrivait à propos de cet intitulé, je le cite, qu'il s'agit d'un titre longuement négocié et d'une grisaille jugée par les pédagogues d'alors comme une sauvegarde pour les jeunes esprits. Fin de citation. Profitant de la dite réédition, Pierre Legendre troqua la formule pour un titre tout différent. Trésor historique de l'État, l'administration classique. Alors je ne gloserai pas ici, n'en ayant nullement la compétence, sur la bascule opérée qui substitue à une histoire de l'administration un trésor historique de l'État, qui tendrait à rapprocher bien abruptement deux notions distinctes, État et administration, pour m'attacher à ce qui demeure, selon moi, la grande énigme de l'ouvrage, le titre choisi en 92 et repris en 2023 par les éditions Ars Dogmatica, et plus encore sur les seuls deux premiers mots du titre, trésor historique. Qu'en dit Pierre Legendre ? Je le cite. « Élève de la haute tradition juridique européenne et, je l'espère, fidèle traducteur des théoriciens baroques, fondateur des sciences camérales, j'ai pensé qu'il était opportun de notifier, dans le titre de ce livre, l'attache de l'historicité française aux représentations dont elle vit. Ainsi ai-je emprunté au classique ce terme encore précieux, trésor historique. Nous qui vivons sous la botte de la fonctionnalité gestionnaire, nous aurions, me semble-t-il, grand intérêt à réhabiliter, pour une stricte analyse, en italique, de tels concepts. » Fin de citation. Rien de plus. Donc le terme aurait été emprunté au classique et ne serait donc point une création de Pierre Legendre. Cependant, il ne fournit aucun exemple tiré par exemple de l'ouvrage d'un fondateur des sciences camérales. Et une rapide recherche dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France nous laisse sur notre faim, puisque, outre l'ouvrage de Pierre Legendre, seuls deux auteurs se sont risqués à user cette expression. Pierre-Daniel Huet, auteur en 1712 du grand trésor historique et politique du florissant commerce des Hollandais dans tous les États et empires du monde, et le révérend père Joseph Huguet, auteur en 1857 d'un trésor historique des enfants de Marie, ou excellence de la dévotion à la très sainte Vierge démontrée en 2 volumes. Un livre de commerce et un traité de dévotion. Nous sommes fort loin de Pierre Legendre. Et je ne puis y voir dans cette découverte qu'une certaine malice du dépôt légal, puisque Pierre Legendre aimait à distinguer l'État, le pur, et le commerce, le sale, et notait une certaine défiance avec le concept, selon lui satiré d'équivoque, de religion. À qui Legendre faisait-il allusion, donc, en disant qu'il empruntait le terme au classique ? Peut-être à Laurent Bouchel,
auteur sous Louis XIII d'une bibliothèque ou trésor de droit français. Nous nous rapprochons un peu des terres legendriennes, mais il n'est question que d'un trésor de droit français et non d'un trésor historique. Le mystère entourant le recours nécessairement volontaire de la part de Legendre au terme de trésor me pousse à consacrer les quelques minutes qui me sont allouées à ce terme. J'espère, en restant en lisière du grand œuvre, fournir quelques éléments de réflexion autour de la notion d'État, sans dire trop de sottises. Je crois que c'est une prudence utile quand on est civiliste et médiéviste. Éclairer ce titre revient en réalité à gloser un choix qui procède tout d'abord de la technicité propre au droit civil, autrement dit le trésor comme concept, puis d'en saisir toute la richesse symbolique qui, à bien des écarts, jette une lumière nouvelle sur la naissance de l'État en France. Donc tout d'abord le trésor comme concept historique. Tout historien du droit, a fortiori tout lecteur de Legendre, sait que le droit est moins un donné qu'un produit, le résultat d'une lente maturation historique faite d'additions successives. Les concepts dont nous usons chaque jour ne peuvent être transplantés dans l'espace et le temps. Il en est ainsi de ce beau mot chargé de sens et de poésie, trésor. Pierre Legendre nous embarque à bord d'un navire, l'État, et nous invite à visiter les soutes. Il attire notre attention sur la cargaison, qui, sous la ligne de flottaison, assure l'équilibre du bâtiment. En cela, le trésor auquel notre esprit songe, c'est le trésor du pirate. C'est l'or d'un galion. Mais le juriste pointilleux sait que si d'aventure le dit navire fait naufrage, l'or ainsi répandu ne sera point trésor, mais varech ou épave. Et la puissance publique en connaît l'importance. Ainsi en était-il des vicomtes de Léon, qui, saisissant les épaves échouées sur le rivage édenté du Nord Finistère, s'assuraient ainsi le plus gros de leurs revenus. Le bris des navires est assimilé dans les instituts aux pierres précieuses. Et le vicomte de Léon pouvait dire, parlant du raz de Brest et des multiples rochers affleurants qui lui fournissaient sa fortune, qu'ils étaient pour lui plus précieux que les pierres qui scintillent à la couronne des rois. Il faut donc débrouiller l'écheveau et retrouver la signification juridique du trésor, avant de se pencher sur l'itinéraire historique de la notion de trésor en droit français. Dans le langage courant, le trésor renvoie à un ensemble de choses, de valeurs accumulées et soigneusement cachées. Le trésor peut également renvoyer à une collection d'œuvres d'art, les trésors du Louvre, et même parfois au lieu où elles sont conservées. Enfin, le trésor peut renvoyer à l'ensemble des ressources financières du souverain, aux moyens financiers dont dispose l'État et par métonymie à l'administration dédiée à la gestion du budget et des deniers publics. Je ne m'attarderai pas sur cette dernière acception. Elle me paraît trop proche de l'État et de l'administration pour être pleinement éclairante. Il faut prendre un peu de champ. En lui-même, le trésor est un terme pleinement juridique. C'est même un terme de droit civil, défini à l'article 716 du Code civil, second alinéa, comme, je cite, « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard ». Rattaché au droit des biens, le trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fond. Et si le trésor est trouvé dans le fond d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, on le nomme alors inventeur, et pour l'autre moitié au propriétaire du fond. Ces éléments appellent quelques observations rapides. Tout d'abord, le trésor apparaît comme une chose cachée ou enfouie. Par principe donc, le trésor est un meuble, dissimulé à la vue des passants, et qu'une opération révèle en le singularisant de l'immeuble qui l'abrite. La révélation s'appelle invention. Très belle notion que celle d'invention. C'est celle qu'on emploie pour désigner la découverte des reliques, comme celle faite par Hélène, la mère de Constantin à Jérusalem, des reliques de la croix. Ou encore, loin de Palestine, mais un peu plus près de l'État, si je puis dire, la fort heureuse découverte faite à Glastonbury, en Angleterre, de la tombe du roi Arthur en 1191, ouvrant ainsi la voie à une mythologie politique que les très astucieux Plantagenets surent utiliser. Ensuite, le trésor est sans propriétaire connu. Il ne s'agit donc pas d'un objet dissimulé ou camouflé par quelqu'un, mais bel et bien d'une chose sur laquelle personne ne peut revendiquer un quelconque droit, en ce compris le propriétaire de l'immeuble qui l'abrite.
Enfin, on peut s'interroger sur l'ancienneté du trésor. Par hypothèse, si la chose apparaît cachée ou enfouie et que personne n'est à même de revendiquer un droit sur elle, on peut présumer l'écoulement d'un temps. Mais celui-ci se rattache moins à la chose elle-même qu'aux critères de déshérence. Voilà pour le trésor. Alors nous sommes fort loin de l'État, allez-vous me dire, mais en fait nous sommes très proches de Legendre, et d'une autre idée force de son œuvre, le principe généalogique. C'est en effet sur le fondement de l'article 716 du Code civil que les généalogistes professionnels font reposer le calcul de leurs honoraires. Aidant à la découverte d'un lien caché, ils peuvent prétendre à la moitié des biens reçus dans la succession où ils œuvrent. Là encore, le tiers qui vient recoudre le lien. Loin de l'État, en lisière de l'œuvre de Legendre, puisqu'il est question d'un trésor historique, peut-être qu'un détour par l'histoire nous permettra enfin de rencontrer vraiment l'État. Alors, le trésor, comme objet précieux enfoui dans la terre ou caché dans l'épaisseur des murs, est, pour les Romains, intégré à l'immeuble dans lequel il gît. Il y a là une cohérence exclusiviste. Toutes les utilités de l'immeuble, éléments de son statut, vont au propriétaire, y compris les meubles vacants qui s'y trouvent enfouis ou non. L'immeuble, en droit romain, a un pouvoir absorbant très puissant. Il attire à lui le dessus et le dessous, l'accessoire et le tréfonds, le trésor et l'épave. L'empereur Hadrien vint mettre un peu d'équité là-dedans, et après quelques vicissitudes, la forme achevée du droit romain, telle qu'énoncée par Justinien, établit le régime suivant. Je cite. « Les trésors que quelqu'un a découverts dans un lieu qui est sien, le divin Hadrien, ayant suivi l'équité naturelle, les a accordés à celui qui les a découverts. Mais quand quelqu'un, dans un lieu appartenant à autrui, a fait une découverte sans savoir œuvrer dans ce but, mais fortuitement, Hadrien a accordé la moitié au propriétaire du sol. » Fin de citation. On peut relever que la fameuse redécouverte du droit romain repose sur un événement qui tient du trésor. En effet, selon la légende, rapportée par Savigny et copiée depuis par des générations, c'est lors de la prise d'Amalfi par les troupes de Lothaire d'Allemagne en 1135 que le manuscrit des Pandectes fut mis à jour à la faveur du pillage de la ville par les Pisans. Indépendamment de ce fait légendaire, l'invention du droit romain en Occident rétroagit sur le trésor lui-même. En 1158, Frédéric Barberousse, tenant une diète à Roncaglia, se vit reconnaître par les plus savants disciples d'Irnerius les droits suivants, à savoir la disposition des hautes fonctions publiques, la taxe indirecte, les impôts extraordinaires pour la chevauchée royale, le droit de gîte, l'impôt foncier, la capitation, la disposition des palais royaux, les droits de justice sur les biens vacants et les ressources du sous-sol, en ce compris les trésors trouvés. On ne peut être que saisi par la simultanéité des événements qui fait de la prise plus ou moins légendaire d'une ville italienne l'origine de l'invention, au sens trésor, d'un texte qui servit 20 ans plus tard à placer toutes les ressources de la terre, y compris les trésors, dans les mains du souverain impérial. Notons dès à présent que les prérogatives que les juristes de Bologne placèrent opportunément dans les mains de l'empereur germanique furent baptisées regalia. Retenez ce terme, nous allons le retrouver bientôt. On pourrait croire que le Capétien, hostile à l'empereur, verrait d'un œil suspicieux les travaux des romanistes de Bologne. Là aussi, on a beaucoup glosé sur les rapports ambigus des rois de France avec le droit romain. Voici ce qu'on peut dire sans verser dans la polémique. Relevons tout d'abord que, contrairement à la perception classique du droit romain, la tendance du droit coutumier est d'isoler les utilités de l'immeuble entre les mains de propriétaires différents. Rien ne les prédispose à reconnaître au propriétaire du sol plus que les utilités ou l'utilité dont il jouit. Bien au contraire, le poids du système seigneurial s'y oppose. La force d'attraction joue au profit du seigneur avant de s'exercer en faveur du roi. En pays de coutume, le droit attribue le trésor à celui qui a recueilli la puissance publique, en quelque sorte au nom du groupe, c'est-à-dire le seigneur au justicier. La notion de trésor est réservée au Moyen-Âge aux seuls métaux nobles et précieux, or et argent, cachés depuis longtemps et dont le propriétaire ne peut être connu. Voici ce que dit la coutume de Normandie. Le roi ne peut revendiquer que les trésors trouvés en ses terres. Quant aux établissements de Saint-Louis, qui ne sont pas de Saint-Louis comme vous le savez, on partage en deux en fonction des forces publiques. L'or au roi, l'argent au seigneur. On ne peut être que frappé par le fait
que les établissements de Saint-Louis attribuent l'or au souverain, à l'époque même où le roi ferraille avec les grands barons pour récupérer le monopole monétaire, à savoir celui de battre monnaie d'or. Par la suite, l'influence exclusiviste du droit romain va se faire jour, l'idée étant de répartir le plus équitablement possible le produit du trésor entre l'inventeur, le propriétaire et le pouvoir public. La Révolution va balayer tout cela, s'agissant des droits du seigneur, mais va rétablir un droit de l'État particulièrement féroce, c'est le décret du 23 Brumaire de l'an 2 pour confisquer les fortunes aristocrates cachées lors de l'immigration. 19 vingtièmes à l'État, 1 vingtième au dénonciateur. Mesure conjoncturelle sur des biens qui de toute façon ne relèvent pas de la définition de trésor et qui sera abandonné par le directoire. Le Code civil de 1804 énoncera à l'article 716 que je vous ai cité, et à l'heure actuelle, nous sommes revenus au partage exact du droit romain. Le retour à la solution romaine vient donc parachever l'histoire juridique du trésor. Entre Rome et le Code civil est tout de même apparue dans le cerveau des théologiens et des légistes une figure qui emprunte au jurisconsulte de l'Antiquité, mais qui ne se résume point au concept latin, l'État. Nous avons croisé l'État, et je souhaite maintenant montrer à quel point la puissance symbolique de ce simple mot de trésor permet d'analyser l'État tel qu'il est apparu en Occident, et tel que Pierre Legendre s'est efforcé d'en restituer les contours et les forces magiques qui l'animent. Le trésor comme symbole. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor enfoui dans un champ, dit le Christ en saint Matthieu. Et s'il convient sans doute de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il se pourrait bien, si le paradis est semblable à un trésor, qu'il en soit de même pour ce royaume de la terre qu'on appelle l'État. Il s'agit ici d'étudier la puissance symbolique, le poids qu'un inconscient pluriséculaire accorde à ce petit mot de trésor, et de voir en quoi le trésor, non content d'être à l'origine de l'État occidental, paraît être une clé qui permet d'en pénétrer le sens. Source de l'État, d'une part. Le trésor est concept pour le penser. Alors, je répète que je ne parlerai pas du trésor public. En revanche, je parlerai de deux autres trésors qui se sont évanouis de nos représentations, mais qui cependant présidèrent tous deux à la naissance de l'État à la française. Le premier est intimement lié à la royauté. La mise en scène du pouvoir repose sur deux piliers, la figure du roi prêtre et les attributs de la royauté. Le rituel du sacre, aligné sur celui de la consécration épiscopale, la réputation thaumaturgique du roi de France n'épuise pas ce qui forme dans le royaume la forme française des deux corps du roi. Alors l'expression n'est pas de Legendre, elle est de Kantorowicz, certes, mais on doit ici rappeler le rôle joué par Legendre dans la réception en France de l'œuvre du grand médiéviste germano-américain. La figure sacrée du roi s'incarne, et c'est cette incarnation fugace qui est adorée. Et derrière cela, les attributs qui la manifestent, la couronne, le sceptre et l'épée. Loin de n'être que des oripeaux du passé, ces objets sont constamment réinventés, notamment par Charles V, qui, non content de fondre des couronnes toujours plus somptueuses, dota la monarchie de son plus beau sceptre, où les symboles abondent au point de frôler la surcharge. Au sommet du sceptre se trouve une fleur de lys sur laquelle trône Charlemagne, tenant à son tour un sceptre et un globe. Couronne, sceptre, épée. Non content d'être le fruit d'une invention permanente, ceux-ci portent un nom. On les appelle les régalia. L'autre trésor est celui constitué par les rois de France à compter du règne de Philippe Auguste, le trésor des chartes. On n'insistera jamais assez sur le rôle joué par ce trésor dans la naissance de l'État à la française. Comme le souligne Yann Potin, je le cite, « Alors que l'empereur arbore le Corpus Iuris Civilis, que la papauté en 1234 promulgue les décrétales, que les autres royaumes se dotent de chartes fondatrices, la Magna Carta en Angleterre, le royaume de France n'a jamais produit de telles sommes juridiques. » Effectivement, l'expression loi fondamentale du royaume est tardive, et la publication, inachevée, partielle et ô combien critiquable, des ordonnances royales, les fameuses ORF, fut encore plus tardive, 1723, et inachevée. Pour reprendre le propos de Yann Potin, la science de l'État médiéval en France passera donc par la gestion, l'utilisation et la manipulation des archives. Claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentario,
dit l'adage monastique, je vous le traduis. Un monastère sans armoire est comme un château sans armurerie, l'armoire monastique faisant référence aux étagères sur lesquelles sont des livres. En l'espèce, l'État à la française fourbit ses armes au milieu des cartulaires et des parchemins. Et de même que Charles V dota le royaume de ses plus beaux régalias, voici ce qu'il écrit à propos de son trésor des chartes. Super omnes thesaurus omnium rerum temporalium maior ac ceteris dignor, je traduis, plus haut, plus grand et plus digne trésor au-dessus de tous les trésors temporels. Cette importance des archives dans la construction de l'État n'avait évidemment pas échappé à Legendre, qui dans un entretien publié en 2002 disait, je le cite, « Il faut se souvenir des écritures de chancellerie, si formalistes et ritualisées, dont les systèmes d'énoncés sont en rapport avec une mise en scène généalogique, posant la légitimité de fabriquer des écrits, des documents légaux. En Occident, notre modernité part de là, des mises en scène de l'écrit vivant, c'est-à-dire de l'empereur, le pontife romain, le roi, et le gendre d'ajouter, remplacer l'empereur, le pontife ou le monarque par l'État démocratique, le schéma logique est le même. L'archive se rapporte au théâtre social de la vérité. » Fin de citation. Le trésor, en ce qu'il peut être archive, est donc une clé pour penser l'État. Revenons pour conclure à l'explication offerte par Legendre en 92. Il affirmait recourir à un terme issu des sciences camérales. Mais de quoi s'agit-il ? Il ne donne pas la chose simple pour creuser le sens de ce mot. Pas une note de bas de page, c'est courant chez Legendre. Ni une explication avec une source, c'est aussi, hélas, trop courant. Évidemment, l'index ne nous est d'aucune utilité. Il faut prendre chaque mot et le charger avec la culture juridique occidentale, sans quoi on ne comprend pas grand-chose. Il faut revenir aux archives et revenir à l'étymologie, latine et grecque. La première, c'est la latine, très présente au Moyen-Âge. Archive proviendrait d'archivium, qui procède d'arca, la caisse ou le coffre, et renvoie à ce qui est précieux et dissimulé. L'autre, plus tardive, fait dériver archive d'archaion, les biens fonciers, le patrimoine primitif et indivisible de la famille en Grèce, et surtout d'archeion, la magistrature d'autorité et la puissance de commandement. Entendu ainsi, dès lors qu'archives et trésors entretiennent, s'agissant de l'État, des liens étroits, le trésor peut être un lieu secret et lieu de tensions multiples. S'y rencontre la majesté des régalias et la dissimulation des archives. Il est réservoir de puissance et de savoir. Il incarne le pouvoir et le contrôle du trésor est souvent la condition sine qua non du contrôle du gouvernement. À cet égard, Kantorowicz avait relevé l'évolution d'un secret, passant du rituel, c'est le mystère médiéval, vers le secret du cryptage et de la dissimulation de l'époque moderne. Et Louis XI est déjà très moderne, lui qui disait « Qui ne sait dissimuler ne sait régner ». Et qui dit secret dit dissimulation, et qui dit dissimulation dit cachette. C'est la vieille formule de Tacite sur les mystères du palais, les fameuses Arcana Imperii, laquelle sera reprise par un grand bibliothécaire et penseur de l'État de l'époque classique, se rattachant à la tradition baroque, nous y voilà, Gabriel Naudet. Si le trésor est à l'origine de l'État à la française, il n'est pas seulement une source lointaine, il en est demeuré l'eau vive. Pierre Boutan, que j'ai cité au début, débutait son grand œuvre Ontologie du secret par des mots aussi sibyllins que ceux de Legendre. Je le cite. « Je décris et termine ici une longue enquête, conduite inégalement mais jamais délaissée depuis le seuil de l'âge d'homme, sur l'être, tel qu'il se cache et se montre dans le secret. » Fin de citation. Peut-être est-ce également là le trésor légué par Legendre, une longue enquête sur l'État tel qu'il se cache et se montre dans le secret. Je vous remercie.